Bonjour Thierry Boden-Houland. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes à Paris, au marché de la poésie, 41e édition, et à côté de Saint-Sulpice, dans une petite ruelle. Est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu qui est Thierry Boden-Houland? C'est une vaste question, c'est de dire qui on est en quelques mots. Je me considère d'abord comme un éditeur, avant d'être un auteur. Bien sûr. Et éditeur des éditions L'Œil ébloui, que j'ai monté en 2013, édition nantaise de littérature. Derrière le mot littérature, c'est de la fiction, des romans, des nouvelles, des récits, ce que j'appelle des fragments littéraires parfois, un travail sur la langue aussi, et puis de la poésie aussi dans mon catalogue de 25 titres actuellement. Je suis auteur également, effectivement, j'ai écrit 2 romans, un recueil de poésie, des aphorismes, entre autres. Quand tu as commencé à écrire? J'ai l'impression d'avoir toujours écrit. On m'avait offert quand j'avais 10-12 ans une petite machine à écrire. Alors, ça me permettait moi d'écrire mes premiers poèmes. Je les ai écrits à 12 ans, je crois. Voilà. J'ai tout jeté. Ce que j'ai écrit entre 12 ans et 17-18 ans, ça faisait des tonnes de pages et j'ai tout jeté un jour parce que j'estimais que ça valait pas la peine d'être regardé. Que c'est dommage. Je sais pas, non, c'est mon choix. Non, c'est dans la poésie enfantine déjà, la poésie pour les enfants, faite par les enfants. Non, mais peu importe. Après, Oui, c'est un choix personnel, c'était des choses que je voulais pas forcément partager. Et la conscience poétique est venue quand? La conscience poétique, comme on a une conscience politique, Poétique. Oui, j'entends. De la même façon qu'on a une conscience politique, c'est ça. Aussi, à quel moment ça naît? Ça en est peut-être au même moment d'ailleurs, les deux. Ça vient à l'adolescence, beaucoup à l'adolescence, qui est le moment évidemment de l'interrogation, du changement, du parcours qui fait peur un petit peu à venir, de rentrer dans la vie adulte. Et à partir de là, toutes les questions existentielles se posent. Et c'est quand on commence à se poser des questions existentielles qu'on essaie de mettre ça en mots, peut-être pour nous permettre de mieux vivre l'existence, justement. Et premier poème, premier recueil publié, c'était quand? Soit poésie, soit roman, non? Le premier poésie, c'était un recueil de poésie. Mais c'était à compte d'auteur. C'est peu importe. Si, pour moi c'est important parce que on paye de l'argent pour se faire éditer, c'est nul. On a 18 ans, on veut avoir une reconnaissance. Et pour moi, je n'y attache pas d'importance à ce recueil-là. C'est plus tard quand il y a une vraie conscience que à travers la poésie, on peut créer un livre avec une unité profonde qui ne soit pas simplement une succession de poèmes, mais un ensemble qui crée vraiment une unité derrière quelque chose qu'on a vraiment envie de dire. Ça, c'est beaucoup plus important. C'était quand? Du coup, le texte que j'ai publié, dans ma maison d'édition, pour commencer, et le recueil s'appelle Les Maritimes, pour moi est un recueil important. Parce justement, il assemble toute l'écriture sur la mer qu'il y a pu avoir, que j'ai pu faire entre mes 16-17 ans et l'âge de 50 ans, quoi. Et alors, j'ai pas tout pris mes textes que j'ai fait. J'en ai fait une sélection. J'en ai créé en fait un ouvrage plus profond où je dis que la mer, qu'est-ce que la mer a d'intime en moi et qu'est-ce qu'elle m'apporte. Et c'est là-dessus que j'ai voulu créer tout ce recueil à partir de textes divers et variés pendant toute mon existence. Premier roman? Premier roman, c'est un roman à 4 mains que j'ai écrit avec une amie, Marie-Hélène Bain, qui s'appelle L'Écrimoire, et qui est paru aux éditions Lamourier. Et c'est un roman justement qui s'interroge sur l'écriture. Et c'est où un homme et une femme se rencontrent, et il y a un dialogue entre un homme et une femme. Et c'est comme si l'homme demandait à la femme « aide-moi, aide-moi à vivre d'abord et aide-moi à écrire la vie ». Et donc c'est un homme en perdition qui demande à une femme de l'aider. Comment tu écris, construis, crées ta poésie, tes romans? D'abord, c'est jamais en continu. Ça, j'écris pas tous les jours. Il y a des gens qui écrivent, qui se disent qu'il faut qu'ils écrivent une ligne par jour. Moi, c'est pas du tout le cas. C'est par période. Il y a des périodes où il y a besoin d'introspection un peu plus forte. Et ces moments-là sont source de création. Ça peut être
Ça peut effectivement prendre soit la forme de la poésie, quand j'ai moins de temps peut-être à consacrer, donc c'est petite période par petite période, voilà, jour par jour. Mais ça peut aussi prendre, quand c'est un roman, là c'est un temps plus consacré spécifiquement au roman, et là je fais que ça, et j'ai pas d'autres activités quasiment, quoi. Voilà. Et les auteurs, les poètes, les gens qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? On va parler que de poésie, je pense que... alors, C'est pas dans le général, non, on peut parler des deux. En poésie, ce qui m'a marqué au départ, c'est Guillevic, Eugène Guillevic, ce poète breton, qui m'a appris comment la concision et comment, à partir d'une écriture au plus simple, on pouvait dire les choses les plus complexes et les plus profondes. Et ça, pour moi, ça a été une révélation, parce qu'avant, j'avais une culture très classique, poétique, quoi. J'ai pas parlé de là, de Verlaine, de Rimbaud, de Baudelaire, voilà, qui m'ont aussi marqué, mais le poète qui m'a fait rentrer dans l'écriture poétique, et on parlait de conscience poétique tout à l'heure, le poète qui m'a donné une conscience poétique, c'est Eugène Guillevic. Voilà. Ça, c'est pour la poésie. Quant au reste, et qui a influencé aussi mon travail d'édition, on trouve des romanciers, alors des romanciers plus 19e, c'est Flaubert avant tout. Je suis un grand admirateur de Flaubert. Et puis dans les écritures plus contemporaines, j'ai plongé dans Marguerite Duras. Et puis il y a un auteur parmi tous qui me hante depuis mes 20 ans, c'est Georges Perec. Et voilà. Et du coup, dans ma maison d'édition, j'ai créé une collection spécifiquement ciblée, centrée sur Georges Perec. L'idée de faire 53 livres de 53 pages, où 53 artistes vont me dire le rapport qu'ils ont à l'œuvre de Perec. Donc c'est toute la collection que j'ai lancée au printemps 24, et qui va me mener pendant une dizaine d'années autour de la connaissance de Perec. Voilà. Pourquoi Perec me fascine, et je vais demander à tous ces gens de me dire pourquoi eux ils sont fascinés, pour que je comprenne moi mieux pourquoi je le suis. Est-ce que tu peux parler de ta maison d'édition? C'est quand vous avez créé, que tu as créé, je sais pas, le nom, le titre, comment vous choisissez les auteurs, combien d'éditions vous éditez, comment ça fonctionne, la diffusion et le travail post-éditorial. Voilà. Donc L'Œil ébloui que j'ai monté en 2013, c'est pas ma première expérience éditoriale. J'avais déjà une première expérience éditoriale dans les années 2000, que j'avais monté avec quelques amis une maison d'édition associative. Qui dit associative, dit plusieurs personnes, et on était 6-7 à monter une maison d'édition qui avait qu'un seul objet, c'était de ne publier que du premier roman. Voilà. On avait lu des manuscrits de gens qu'on connaissait et qui cherchaient un éditeur, qui ne trouvaient pas. Pourtant, nous, on trouve ça on trouvait qu'il y avait une qualité dans ces premiers textes. Et on s'est dit, on va aider ces gens-là en publiant leurs premiers textes. Voilà. Et donc, voilà, pendant 10 ans, 12 ans, on a publié que des premiers romans, entre 25 et 30 de mémoire. Et on se lasse à lire. Quand on publie du premier roman, on lit beaucoup de manuscrits. On lit que du manuscrit, par définition, puisque les gens ne sont pas connus. Comment elle s'appelait Elle s'appelait L'Escarbille. Et puis au bout de 13 ans, les fondateurs, on s'est un peu lassé de lire du manuscrit tous les jours. Et certains d'entre nous ont arrêté, moi aussi. Mais les vieux démons ont vite repris le dessus chez moi. Et en 2013, donc quand je crée L'Œil ébloui, je fais l'inverse de L'Escarbille, c'est-à-dire que c'est moi qui vais aller chercher les textes que j'ai envie de publier, ou les auteurs ou les autrices que j'ai envie de publier. Donc je vais aller à la rencontre. Je ne reçois plus de manuscrits, je ne veux plus en lire. Et je vais à la rencontre de gens que je connais moins bien, que j'ai rencontrés, que je veux publier parce que je connais leur œuvre, etc. Et donc je vais à leur rencontre pour leur demander des textes. Donc c'est comme ça le processus de création de L'Œil ébloui, donc en 2013. L'Œil ébloui, le hasard fait... Enfin le hasard, non, c'est pas un hasard. C'est un clin d'œil à Georges Perec déjà. L'Œil ébloui, c'est un texte... c'est un recueil de photographies d'une photographe américaine dont Perec a écrit une magnifique préface sur l'art de l'illusion. Voilà, et qui s'appelle L'Œil ébloui.
Donc j'ai emprunté en fait ce titre-là. Et à partir de là, j'ai eu le plaisir d'éditer des gens comme Marie-Hélène Bain, je l'ai cité tout à l'heure, Jean-Paul Andrieux, Françoise Moreau, Cathy Barrault dans les romanciers, j'en oublie. Théodoro Gilabert. J'ai fait quelques rééditions. J'ai republié L'Ardoise magique de Georges Perros, qui est une grande fierté pour moi d'avoir republié ça. J'ai republié un texte de Nora Mitrani qui s'appelle Chronique d'un échouage. Donc ça, c'est des grands plaisirs de réédition. Et puis en poésie, Bernard Bretonnière, Isabelle Pinson, et puis d'autres, Jean-Paul Andrieux encore, aussi, qui a fait aussi un recueil de poètes que j'aime bien, Gilles Baudry aussi, le poète de l'abbaye de Landévélec, moine poète, magnifique. Et puis aujourd'hui, cette collection ciblée sur Georges Perec. La place des femmes dans la poésie, dans tes éditions. Je ne sais pas quelle est la place des femmes dans la poésie, mais je sais que je ne souhaite pas qu'il y ait un déséquilibre dans mon catalogue entre les écritures féminines et les écritures masculines. Et ça, j'y fais attention, effectivement. Donc je suis très fier d'avoir publié effectivement un certain nombre de femmes. Je n'ai pas fait le compte, il ne doit pas y avoir parité, peut-être malheureusement, mais je sais que c'est quelque chose qui me touche particulièrement et sur lequel effectivement j'attache une importance essentielle. Est-ce que la poésie, l'art, est une nécessité, une première nécessité pour les gens, pour les autres? Elle est une nécessité. On est en train de faire cette interview au moment où des événements politiques importants vont avoir lieu en France. On est à la veille donc des élections législatives. Et je pense qu'il y a par exemple quelque chose qui a été oublié par exemple dans tous les discours politiques actuels, c'est la place de l'art et de la culture. Quand je dis art-culture, je mets autant la littérature que tous les autres arts. Et cet oubli est révélateur que c'est nécessaire en fait. Parce que sans la présence de l'art de façon forte et sans une politique culturelle forte dans tous les domaines, je crois que certaines idées effectivement extrémistes ont davantage la place de passer. C'est non seulement un acte de résistance, mais c'est un acte nécessaire de création permanente pour faire vivre le monde. Et sans cette création, cette vitalité créatrice symbolisée dans l'art et tous les arts, le monde va perdre effectivement une force de vie, tout simplement. Et tu fréquentes, tu viens au marché de la poésie depuis, je crois, n'est-ce pas? Depuis quand? Non, je suis pas un régulier du marché de la poésie, ça doit être là seulement la 4e fois que je viens. C'est pas important. Est-ce que tu peux nous donner, comme on dit, tes impressions sur le marché de la poésie? Parfois tu participes aussi au festival de Sète, la différence, ressemblance. Moi, je suis surpris de voir, et là encore une fois, on parlait de la situation aujourd'hui, je suis surtout de voir que cette vitalité, elle existe vraiment. Quand on voit le nombre de personnes qu'il y a au marché de la poésie, c'est sur 5 jours, qui viennent régulièrement tous les jours, là, place Saint-Sulpice, moi, c'est assez étonnant, toujours, et c'est très excitant de savoir que c'est possible. Donc si c'est possible là, c'est possible ailleurs, et c'est possible à démultiplier aussi, probablement dans d'autres endroits, notamment sur tout le territoire. Merci beaucoup Thierry. Merci également. Je propose de lire les 3 premières pages des Maritimes justement que j'ai publiées, avec des illustrations, je ne sais pas si tu les vois là, avec des illustrations de mon frère Christophe, qui sont des linogravures. Magnifique. Et c'est vrai que je ne pouvais imaginer cet ouvrage-là sans un accompagnement artistique, et je suis très fier que ce soit mon frère qui l'ait fait. J'ai regardé la mer, et du plus loin que je me souvienne, des heures, des journées, des années qui confinent à l'éternité. J'y ai trouvé une occupation, de quoi conjurer l'ennui, et de l'occupation j'en ai fait ma décision. Elle guérira ma peine. Dans son chancelant miroir, je me suis surpris à y verser mes larmes. J'y voyais, plus qu'une émotion soudaine, la croyance à mes désirs. Je lui sais gré d'avoir touché mon âme, même si son agaçant et contrariant mystère ne m'a pas toujours éclairé, même si, dans des périodes d'intense dépression, elle s'est montrée intraitable et m'inspirait plus la défiance que le réconfort. Même si, à la longue, à la très longue,
elle m'a convaincu qu'il y avait quelques raisons d'espérer, une raison plus forte que le doute. Il est des silences plus imposants que d'autres, des présences qu'il suffit d'écouter. Les arbres disent très bien cela, et la mer aussi. Je suis parti à sa renverse, non dedans mais devant, pour devenir à son niveau. Je lassais d'averses et de fleuves, d'abordage et d'abondance, entre autres. Et de l'espace en moi à l'étendue de mer, je devine les plans qui n'ont ni fin ni forme, qui existent pour décupler les forces, tout oblique au sens, etc.